Donc, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à notre web radio du 20 mai. Ce soir, un sujet intéressant, mais même très intéressant. Il y a quelques web radios, on avait parlé de l'arbitrage en copropriété. On vous avait promis de vous revenir avec la médiation. Donc, ce soir, on va parler de la médiation et du rôle de l'avocat en copropriété. Donc, mon nom, Valérie Couture, animatrice des web radios de Condo Légal. Je vous remercie d'être présent. Et ce soir, pour m'accompagner, nous avons l'expertise de trois avocats spécialisés en copropriété. De plus, ce sont trois avocats qui sont médiateurs et dont deux, Maître Paradis et Maître Canetta, qui sont arbitres. Donc, je vous présente Maître Stéphania Canetta de Canetta Avocat. Bonsoir, Maître Canetta. Bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous, Maître Canetta. Bonsoir, Plaisir. Maître Paradis de Terrien Couture Jolicoeur. Bonsoir Valérie, ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Et Maître Jonathan Vallière de Concilium Avocat. Bonsoir, Maître Vallière. Bonsoir. Donc, ce soir, notre commanditaire de la soirée est Invia Gestion financière. Invia est une équipe qui sont spécialisées, et ça a une importance très importante, c'est une importance qui est très importante, c'est effectivement le cas, mais ils sont spécialisés dans les fonds de prévoyance. Donc, comme les syndicats commencent à accumuler des sommes qui ne sont pas négligeables, l'équipe d'Invia se spécialise pour vous aider à faire des placements judicieux parce qu'il faut rappeler que dans les études de fonds de prévoyance, les professionnels tiennent en compte que les placements vont générer des revenus d'intérêt qui vont plus tard pouvoir servir à faire des remplacements de parties communes. Donc, on vous invite à les consulter. Ils sont membres du RGCQ aussi, donc ils sont souvent dans les activités du RGCQ et Antoine et son équipe vont vous aider pour bien vous conseiller dans les meilleurs placements possibles pour votre situation avec votre syndicat. Donc, merci à Invia Gestion financière d'être le commanditaire de la soirée. Donc, merci à l'ANSNI, le RGCQ et Gabriel pour le support technologique. Je vous invite toujours à vous mettre membre comme syndicat ou vous pouvez être comme copropriétaire aussi, membre du RGCQ. Vous avez accès à des formations, à des publications, à des possibilités d'être invité dans des cocktails, des activités où est-ce que vous rencontrez des fournisseurs et tout ça, et que ce soit pour Québec, Montréal, Gatineau, toutes ces régions, vous avez des activités qui sont dirigées dans votre coin, que vous puissiez être là. Donc, merci au RGCQ d'être notre partenaire. Donc, on commence avec nos trois invités. Première chose, j'aimerais que l'un de vous prenne la parole parce que on a besoin de clarifier pour nos auditeurs qu'est-ce que c'est la médiation. Parce qu'on a parlé plus tôt, il y a quelques semaines de ça, de l'arbitrage, mais on pourrait revenir aussi en comparant les deux. Je ne sais pas qui veut prendre la parole pour nous expliquer ceci. Michel, Michel. Stéphania est notre meilleure porte-parole pour expliquer la médiation. Elle le fait très bien. Je vais la laisser, mais je vais sûrement intervenir aussi pour compléter Absolument. les excellents propos. Parfait. Merci Michel. Ben, en fait, la médiation, qu'est-ce que c'est? La médiation, c'est un processus par lequel le médiateur, qui est un tiers neutre, impartial et indépendant, va essayer de concilier des parties. C'est-à-dire qu'il va intervenir auprès des parties pour encadrer les échanges, pour créer un environnement sécurisant et sécuritaire pour que les échanges se fassent de façon respectueuse, qui va amener les parties à comprendre que ce que je ressens ou comment je perçois les choses n'est pas nécessairement comment l'autre partie le perçoit. Et donc, qui va mettre en place un processus puis les outils nécessaires pour que les parties se parlent et s'entendent. Parce que des fois, les parties ne se parlent pas, mais des fois, elles se parlent, mais ne s'écoutent pas. Et ça, on le voit souvent en médiation. Donc, le médiateur, il intervient à ce niveau-là, recadre des échanges, trouve avec les parties des solutions créatives, des fois même en dehors du droit,
par notre spécialisation, le fait qu'on connaisse bien notre domaine de pratique, on est capable, on en a vu d'autres, on est capable des fois d'arriver avec des parties et de dire, as-tu pensé à telle chose? Donc, ça donne aussi un regard neuf sur le différend ou le litige là, entre deux personnes. Michel, je te laisse continuer. Oui, c'est sûr que notre expérience d'avoir vécu, là, puis moi j'en ai peut-être un petit peu plus que mes deux collègues hier, ce soir ici, là, mais c'est sûr que notre expérience d'avoir vu probablement toutes les situations possibles en copropriété, puis même à ça, on en voit encore des nouvelles, mais ça nous aide à trouver des solutions là, lorsque les gens se présentent à nous en médiation. On a réglé des dossiers, peut-être pas nécessairement en médiation, mais en matière de litige ou entre avocats qui se connaissaient et qui connaissaient le domaine, on a pu trouver des solutions qui étaient satisfaisantes pour nos clients. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que il faut, il faut tenter parce que la justice, hein, reconnaissons-le tous, là, les avocats, la justice nous met de plus en plus sur la voie de la médiation en général. Bon, aux petites créances, c'est obligatoire pour les dossiers de 5 000 c'est offert dans tous les dossiers, mais c'est obligatoire pour les dossiers de moins de 5 000 À la Cour du Québec, les dossiers sont tous dirigés en principe vers une CRA, une conférence de règlement à l'amiable. Donc, la médiation aussi est devenue presque une règle. En cours supérieur, la CRA est offerte dans tous les dossiers. Et évidemment, c'est un processus dans ce cas-là qui doit être volontaire pour les avocats et les parties. Mais le système judiciaire nous amène tous vers la médiation. Alors, pourquoi pas se tourner dès le début, dès qu'on sent qu'il y a un litige qui s'amorce, qui naît, pourquoi pas s'aligner vers la médiation. Puis là, Stéphania va nous expliquer dans quel cas la médiation est obligatoire, dans quel cas, si elle n'est pas obligatoire, comment ça peut procéder, là. Juste pour faire la distinction entre la Vas-y, Tom. médiation et l'arbitrage, là, la médiation, on n'est pas obligé de s'entendre. C'est-à-dire que le médiateur est là pour essayer de rapprocher les parties, mais il ne rend pas une décision qui va avoir force exécutoire. Fait que si les parties ne s'entendent pas, ben, tout le monde retourne chez eux, puis la situation peut-être a évolué un petit peu, peut-être qu'il y a eu des rapprochements qui ont été faits, mais il n'y a pas de force contraignante là, pour le médiateur, tandis que l'arbitrage, essentiellement, ça ressemble un peu à un procès, ça ressemble pas mal à un procès en fait. Puis l'arbitre va rendre une sentence, mais qui est un peu l'équivalent d'un jugement finalement. Fait qu'il va pouvoir forcer les gens à faire certaines choses selon le dossier, ce qui n'est pas le cas en médiation, là, où il faut que les gens s'entendent finalement. Effectivement, merci de la précision, Maître Vallière. Mais justement, Mme Lapointe pose une question parce que j'allais la poser. Maître Paradis a dit une CRA. Est-ce que, Maître Paradis, pourriez-vous nous expliquer c'est quoi une CRA pour Alors, nos gens? bien sûr, dans le cadre d'un dossier judiciaire, la conférence de règlement à l'amiable, autrement connue par les avocats comme CRA, est un processus où un juge qui n'est pas un juge qui aura quelques rôles à jouer dans une quelconque décision du dossier. Donc, un juge totalement neutre, mais qui doit évidemment être informé là, de la nature du dossier, va agir comme un médiateur pour tenter de trouver la possibilité qu'un règlement hors cours intervienne. Donc, les parties, généralement toujours avec leurs avocats, sont présents dans une salle et au cours d'une séance qui dure généralement d'une demi à une journée. Dans des grands dossiers, ça peut durer plusieurs jours, mais ça dure généralement entre une demi et une journée. Puis le juge essaie de trouver des moyens de réconcilier les parties puis de leur faire signer une transaction qui évite un procès à ce moment-là. Donc, c'est vraiment la médiation où les juges agissent eux-mêmes comme médiateurs, mais les juges qui n'auront pas à trancher le litige, bien évidemment, pour que le médiateur demeure tout à fait objectif et neutre, comme un médiateur doit l'être en toutes circonstances. Puis En le fait, but, c'est que les parties. la médiation, puis la CRA, le processus est à peu près pareil, puis les C'est rôles ça. sont à peu près pareils, sauf que un se passe dans le cadre d'un dossier judiciarisé et l'autre se passe de façon privée entre les parties et le médiateur avant même d'instituer des procédures ou lorsque les procédures ont été instituées.
Maître Vallière, vous alliez dire? Non, j'allais dire que c'est ça le but, c'est que le juge, dans une CRA, entende pas le dossier parce qu'on veut que les parties puissent parler aussi librement que possible devant le juge, puis que ce soit pas le même qui tranche éventuellement le dossier. OK. Fait qu'il y a quand même plusieurs options pour les syndicats et la médiation. Euh, qui décide d'y aller? Comment ça fonctionne? On appelle où? Moi, je suis administrateur de ma copropriété. Puis effectivement, j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est Stéphania, vous avez dit, les gens s'écoutent pas, s'entendent pas. Ça veut dire que vous, comme médiateur, vous vous rendez compte que ça marche. Dans le fond, ça permet que les gens peut-être s'échangent mieux, mais comment on se ramasse là? Ben, on se ramasse là parce que, premièrement, on garde notre déclaration de copropriété. La déclaration de copropriété, depuis 2016, le modèle de la Chambre des notaires contient une clause compromissoire. Donc, dans nos déclarations post-2016, habituellement, on a ce qu'on appelle une clause compromissoire, qui est une clause de gradation des modes de résolution, qui va prévoir la médiation obligatoire et, en cas d'échec, le recours à un arbitre spécialisé. Donc, regardez dans un premier temps si votre déclaration de copropriété contient soit une clause de médiation ou une clause compromissoire. Si c'est le cas, ben, on va vous dire comment procéder. Si c'est pas le cas, ben, la médiation peut provenir du consentement des parties. Donc, deux parties qui ont un différend entre elles peuvent très bien décider de dire, ben, tant qu'à prendre un recours, tant qu'à aller dépenser des sous et des délais, essayons de régler notre litige autrement, voyons les choses autrement, et là, on fait appel à un médiateur. Ça m'amène à parler, ben, où on appelle. Je ne sais pas si Michel, tu vas vouloir abonder peut-être là-dessus, mais depuis 3 ans, en copropriété, on a la chance d'avoir le Centre de médiation et d'arbitrage en copropriété qu'on appelle le CEMAC. Le CEMAC met à la disposition des membres médiateurs et arbitres spécialisés en copropriété. On fait appel au CEMAC, il y a un greffe centralisé. Les formulaires sont sur le site, on les remplit sur le site et on les transmet via le site. Donc, c'est super simple. Et une partie peut faire une demande de médiation, l'autre l'envoie à l'autre partie et l'autre partie y répond. C'est très, très simplifié comme processus. Donc, ça, c'est une façon, ou bien on appelle un des médiateurs, mais là, faire attention quand on appelle un avocat pour qu'il agisse comme médiateur ou comme médiatrice, cet avocat-là ne peut pas recevoir d'informations. Parce que, je l'ai dit tantôt, c'est un tiers neutre et impartial. Fait que si vous me commencez à me raconter votre histoire, puis comment est-ce que ma voisine est donc pas fine, puis comment est-ce qu'elle fait du bruit, puis tout ça, ben, je pourrais pas agir comme médiatrice ou, alors, il y a vraiment des règles très, très strictes, là. Il y a la confidentialité qui est super importante en médiation. Donc, il y a des balises à respecter. Qui va décider du médiateur? Donc, moi, je suis copropriétaire, j'appelle Maître Vallière et je lui dis, ça marche plus. Est-ce que Maître Vallière devrait immédiatement me conseiller la médiation ou, tu sais, ça part de où si on n'a pas décidé puis on ne connaît pas ça? Exemple, parce que là, vous l'avez dit, Maître Canetta, depuis 2016, c'est dans toutes les déclarations de copropriété. Mais Mais le modèle est fait comme ça. Le notaire pourrait l'enlever, mais ça serait un peu ce ne serait pas une bonne dommage, idée. disons. Ben, en tout cas, je trouverais que ça serait dommage d'enlever la Oui. clause de médiation compromissoire. Il faut souligner qu'à Québec, là, contrairement à la région de Montréal, où il y a beaucoup plus de copropriété à Montréal, mais à Québec, peu de déclarations de copropriété contiennent des clauses compromissoires obligatoires. Ah oui, OK. Oui, Pourquoi, oui. Maître Paradis? Je sais pas, c'est un problème que probablement il y avait quelques notaires seulement qui faisaient des déclarations de copropriété. Je sais que Maître Christine Gagnon, qui est la notaire numéro 1 au Québec en matière de copropriété, elle le prône et l'a fait dans les déclarations de copropriété qu'elle a produites. Mais l'ensemble des notaires qui se spécialisaient pour faire des déclarations de copropriété ne mettaient pas de clause compromissoire. Vraisemblablement parce qu'ils étaient au service des promoteurs qui les payaient pour faire ce travail-là et les promoteurs ne souhaitaient pas que ces clauses-là apparaissent dans la déclaration de copropriété. Donc,
c'est plutôt l'exception à Québec que de voir ces clauses compromissoires-là dans la déclaration de copropriété, ce qui est regrettable parce que manifestement, cette mention-là dans la déclaration de copropriété a un effet positif sur le fonctionnement des copropriétés. Mais ça Euh, n'empêche pas, tu sais, je me permets de rebondir là-dessus, ça n'empêche pas les gens d'aller en médiation, c'est juste qu'elle n'est pas obligatoire. Tu sais. ouais. Le problème dans ce cas-là, c'est évidemment, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé le CEMAC, parce que individuellement, on était médiateur et arbitre, mais lorsque la tendance, malheureusement, c'est que puisqu'il faut que les deux parties acceptent le même médiateur, hein, parce qu'on ne peut pas travailler avec deux médiateurs, peut-être, toutefois. Quoi qu'il en soit, la règle, c'est qu'on agit avec un médiateur, mais que si une personne présente propose un médiateur, l'autre a toujours tendance à se méfier que c'est quelqu'un qui connaît puis qui va le favoriser. C'est malheureusement le problème. Là. Alors, Est-ce que c'est un vrai problème, Maître Paradis? oui, oui, c'est un problème. C'est clair que lorsque quelqu'un, c'est la même chose pour l'arbitre, là, c'est que quand une personne doit proposer un médiateur ou un arbitre, l'autre pense toujours que il prend une personne qui va le favoriser, puis donc il refuse ce choix-là, puis là, ça n'aboutit pas. Alors, donc, là, si malheureusement la personne accepte pas un médiateur commun, ben, il ne peut pas y avoir de médiation. Puis en arbitrage, ben, si la personne n'accepte pas l'arbitre commun, ben là, il faut s'adresser aux tribunaux pour faire nommer l'arbitre. Alors donc, c'est vraiment un problème. C'est ça que le CEMAC, on a évité parce que le CEMAC, tu ne choisis pas l'arbitre ou le médiateur, c'est le CEMAC qui les nomme au hasard au fur et à mesure des assignations alternatives entre les 10 membres du CEMAC. Donc, c'est donc un moyen d'éviter ce problème-là que, bon, ben oui, là, je sais bien, tu me proposes Maître Côté, alors que je sais bien que Maître Côté a déjà travaillé pour ta sœur dans un autre dossier. Bref, ça évite ces situations-là où les gens ont l'impression que le médiateur que l'autre propose est déjà biaisé au départ. Question qui me vient en tête. Le CEMAC, est-ce qu'il y a d'autres bureaux comme ça ou c'est le seul au Québec? En spécialisant en copropriété, c'est le seul et unique. Et donc, le CEMAC, si les deux, le tirage au sort fait que j'ai Maître Vallière qui a été choisi, puis la paranoïa s'empare d'un des deux partis, est-ce que les partis peuvent refuser que ce soit Maître Vallière s'il a été comme, on va dire, pigé au hasard? Alors, admettons que donc, les deux parties sont d'accord pour procéder à un arbitrage avec le CEMAC. Le CEMAC désigne un arbitre. Les gens à ce moment-là, lorsque l'arbitre est connu, peuvent exprimer à l'arbitre des motifs de récusation. Et là, l'arbitre va décider s'il peut entendre le dossier ou s'il ne veut pas. Mais déjà, il va vérifier les conflits d'intérêts parce que si évidemment son cabinet a déjà été impliqué dans des litiges impliquant ce syndicat-là ou des copropriétaires ou quoi que ce soit, il va évidemment refuser le mandat. Mais quoi qu'il en soit, ce ne sera jamais les partis qui vont choisir eux-mêmes l'arbitre qui va entendre l'affaire. C'est le CEMAC et la possibilité pour les partis d'éviter en toutes circonstances qu'un arbitre puisse avoir un conflit d'intérêts ou des motifs de récusation. C'est toujours possible de le soulever, puis l'arbitre va se retirer, puis on va en nommer un autre. Alors donc, c'est pour ça que le CEMAC a vraiment un avantage de ce côté-là de ne pas impliquer les parties dans le choix de l'arbitre. Ça se passe par... c'est aussi niaiseux que ça se passe par ordre alphabétique. Fait que moi, je pense que je suis le dernier dans l'ordre alphabétique. Fait que quand moi, je suis nommé dans un dossier, ben après ça, le prochain, c'est le premier dans l'ordre alphabétique. OK. Fait que Je pense c'est que vraiment... Maître Paradis et moi sommes les derniers, là. Dans les 11, vous êtes des derniers. On recommence à A chaque année, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de dossiers. Non, c'est pas vrai. On continue. La chaîne continue à l'alphabétique d'année en année. Alors, on a tous... Pour faire du pouce sur ce que Michel dit, Michel parle de l'arbitrage en médiation. Dites-moi si vous l'avez vécu. Moi, je n'ai jamais vécu de situation où deux parties où on est désigné médiateur vont dire oh non, je ne le veux pas lui, oh non, je ne veux pas elle. Personnellement, j'ai jamais vu ça. C'est sûr, comme Michel dit, on vérifie nos conflits d'intérêts nous-mêmes, parce que si on a déjà agi ou on connaît des personnes, on n'interviendra pas. Mais c'est plutôt rare que des partis, lorsque tu es désigné par un tiers indépendant, vont dire
non, je le veux pas ou je la veux pas. OK. Mm. OK. Mais du moment où il y a quelqu'un physiquement qui est nommé, c'est pas le CEMAC ou un organisme, du moment où on dit, par exemple, je suggère que Maître Canetta soit notre médiatrice, peu importe, il y a toujours une espèce de petite réticence d'une partie, moi, que je vois, ne serait-ce parce que c'est la partie adverse qui a proposé quelque chose. Mhm. Mhm. Tu sais, ça Mhm. prend un certain temps pour qu'il y ait une relation de confiance qui puisse se rebâtir entre les parties. Puis dès le départ, c'est pas toujours évident de nommer quelqu'un, d'où, je pense, la pertinence d'une nomination d'un organisme. Puis après ça, ça tourne par ordre alphabétique dans notre cas. Mais Maître Vallière, avez-vous déjà eu des cas où vous avez été désigné par le CMAC comme médiateur, puis que les partis vous ont dit, oh non, mais moi, je ne veux pas Maître Vallière? Non, non, Non? mais je pense que tu sais, des exemples plus probants, tu sais, parfois on fait nommer des administrateurs dans des copropriétés, des administrateurs uniques. Puis dès que quelqu'un propose un administrateur unique, la partie adverse va se méfier parce que il a été simplement nommé par une partie. Tu sais, la méfiance va jusque-là. Jouer son Là. rôle. Exact. Mhm. Moi, ça m'est arrivé d'être nommé puis de devoir me retirer parce que j'avais un conflit d'intérêts. On est quand même un bureau de 160 avocats. Faut être vigilant qu'aucun avocat de notre bureau soit impliqué avec les parties d'aucune façon. Donc, ça m'est arrivé de me retirer. Qu'on ait voulu m'écarter au départ là, pour motif de récusation. Ça m'est pas arrivé au sein du CEMAC, ça m'est arrivé dans une des causes les plus célèbres du Québec, là, qui impliquait un propriétaire immobilier qui exploitait manifestement de façon épouvantable les copropriétaires et les résidents de son immeuble. Alors, c'est un dossier qui a quand même fait les manchettes. Je pense que dans ce dossier-là, j'ai eu 3 demandes de récusation que j'ai refusées, que j'ai rejetées. Mais quand on parle, puis là, j'invite les auditeurs et auditrices à poser leurs questions parce que c'est quand même un sujet quand même important et complexe. Mais quand on parle d'un dossier de médiation, juste me donner une idée de coût, comment ça peut coûter, puis qui va payer ça, comment ça fonctionne, les frais d'une médiation d'une moyenne. Là. Je vais commencer avec les frais, puis je laisserai mes confrères poursuivre pour le reste. Au CMAC, nous avons décidé, lorsqu'on a fondé cet organisme-là, de réduire nos taux horaires individuels qu'on pratique dans nos cabinets pour avoir un seul taux unique réduit qui est de 285 de l'heure. Ce montant-là, il est payable par les parties. Donc, deux parties vont se le diviser. Ça va être un taux de 142,50. Si elles sont trois, ben, ça va être 285 divisé par trois. Si elles sont quatre, c'est encore moins cher. Donc, ça, c'est le taux et chaque partie paye sa proportion de ce taux-là. Euh, Généralement, un dossier simple de médiation, moi, je dis toujours aux parties, attendez-vous à un 3 heures de médiation, 3 à 4 heures. Parce que le temps OK? qu'on fasse la plénière, que les gens s'expliquent, se prononcent, parlent, puis je le dis souvent qu'ils déchirent leur chemise, c'est un peu ça, le premier tour de table, les gens, tu sens que la tension, elle est présente, puis ça se calme au fur et à mesure. Donc, un 3 4 heures, je le calcule toujours de cette façon-là. Puis évidemment, si j'ai une liste de points à couvrir, ça peut prendre la journée, puis des fois, ça peut prendre une journée et demie. Mais c'est un processus, sinon, qui est somme toute simple et très rapide. Euh, donc, c'est ça, 285 fois 4, plus peut-être la tenue des rencontres de prémédiation. Je ne sais pas si mes confrères, vous en faites des rencontres de prémédiation, Michel, Jonathan? Oui, mais habituellement, c'est plus bref parce qu'on ne tient pas la médiation par téléphone. Des fois, les prémédiations, c'est juste avec les procureurs, puis ça juste survoler les points. Là. Fait que quand on a passé peut-être une demi-heure, une heure en prémédiation, on, Bon. on a pas mal fait le tour. Là. Ouais. Jonathan parle de médiation avec procureur. Là. Évidemment, c'est une option. Là. Oui, c'est vrai. Les gens peuvent se présenter seuls en médiation. À ce moment-là, puisqu'on est en présence d'un médiateur avocat ou notaire, mais au CEMAC, là, on est des médiateurs avocats.
c'est évident que c'est l'avocat là, malgré qu'il ne peut pas exprimer d'opinion juridique l'une ou l'autre des parties, va quand même être en mesure, avec sa connaissance du droit, de travailler avec les parties. Mais ça aide toujours que quand il y a les avocats, là, je dois dire que les médiations avec les avocats, ça fonctionne toujours un peu mieux parce que les avocats sont là pour expliquer à leurs clients. Ce qui est important, c'est que les clients comprennent. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer pourquoi leur position et pourquoi la médiateur parle de ça, puis pourquoi le médiateur explique ça, puis pourquoi c'est une bonne solution ce que le médiateur propose, parce que les alternatives vont être les suivantes, tatati tatata, puis ça va coûter, si vous faites un procès, ça va coûter des dizaines de milliers de dollars, etc. Donc, nous, on est mal pris un peu pour dire ça, mais les avocats qui représentent les parties sont souvent bien mieux placés que nous pour leur présenter les alternatives puis leur montrer les bienfaits là, d'une entente plutôt que de passer à l'étape du litige là, et des tribunaux judiciaires. Puis ça permet aussi de sortir du cadre légal de ce qui peut être ordonné par un arbitre ou un juge. On peut se penser outside the box là, quand on est en médiation, ce qu'un juge ne peut pas nécessairement faire, ce qu'un arbitre ne peut pas nécessairement faire. Fait qu'il y a des solutions qui sont accessibles. Comme on ne s'entend pas sur X, Y affaires, moi, je peux dire, regarde, je vais m'occuper de pelleter l'hiver dans des petites copropriétés, puis elle va faire le jardinage, admettons, pendant l'été. Bon, tu sais, le juge, l'arbitre, je les vois mal ordonner à quelqu'un de faire le jardinage, puis ci, puis ça. Tandis que quand on est en médiation, on peut essayer de penser à des solutions un peu à côté de la loi, pas illégales, mais à côté de ce qui peut être ordonné par un juge. OK, bonne Puis idée. également, si on est capable de régler, si, comme Maître Canetta disait, vous avez une longue liste de points à régler, si on en règle juste la moitié, on a quand même peut-être élagué une partie dispendieuse d'un litige qui permet déjà d'avancer un peu, puis d'éviter des frais pas mal plus dispendieux quand vient le temps de faire un procès ou un arbitrage. Fait que même si ça ne règle pas tout, ça peut quand même être un pas dans la bonne direction à moindre coût. Si les avocats sont présents, ben eux, ils ont assisté à tout ça, puis ils sont capables de compléter. Moi, j'ai vu des dossiers où on n'a pas réussi à régler lors de la médiation, mais j'ai appris que le dossier s'est réglé ensuite parce qu'on avait pas mal discuté des enjeux, puis compris les enjeux. C'est ça l'importance du rôle du médiateur, c'est de comprendre les enjeux, qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont annoncés, mais qui sont souvent cachés entre les parties. Puis là, avec les avocats présents qui comprennent les enjeux, bien, ils sont en mesure de régler les dossiers même après la médiation, là, plutôt que de continuer, parce que indépendamment qu'on soit médiateur ou arbitre ou quoi que ce soit, moi, j'ai toujours cru que le rôle premier des avocats en copropriété, c'est de tenter de trouver des solutions pour régler les litiges et pas d'amener les dossiers devant les tribunaux. Des fois, on n'a pas le choix, mais notre premier rôle, moi, à mon avis, comme avocat en copropriété, c'est de tenter de trouver des solutions pour régler les litiges avant de les amener au tribunal. Alors, dans ce contexte-là, lorsque les avocats participent avec leur client de médiation, puis que la médiation ne se règle pas cette journée-là, ils ont certainement fait des pas en avant pour régler le dossier par la suite. Clairement. On a une question de Mme Lacombe. Si un copropriétaire demande au conseil d'administration de recourir à la médiation parce qu'il est en désaccord avec une décision du CA et que le CA accepte d'y participer en précisant qu'il est prêt à assumer sa part des frais, est-ce au conseil d'administration d'entreprendre les démarches pour ouvrir un dossier de médiation ou est-ce plutôt au copropriétaire, étant donné que c'est lui qui conteste la décision? Quand même une question très pointue de Mme Lacombe. Il n'y a pas de frais pour faire les documents. Par exemple, au CEMAC, là, il n'y a pas de frais pour entamer les démarches pour mener une médiation. C'est uniquement lorsque la convention de médiation que les deux parties s'attendent. Donc c'est une question d'investir du temps pour remplir le formulaire, le transmettre à l'autre partie pour qu'elle le signe aussi.
Puis ensuite de ça, ben là, c'est le médiateur qui va être nommé, qui va transmettre la convention de médiation que les deux parties vont signer. On demande, on parlait là d'une médiation qui dure 3 heures, 4 heures. On demande une avance qui couvre 5 heures du temps du médiateur lorsqu'on demande une médiation. On demande à chacune des parties la moitié d'un montant de 1500 $. Alors, donc, c'est parce que en ayant examiné la situation, on a jugé que généralement, le médiateur consacre un temps d'environ 5 heures à un dossier de médiation. Donc, c'est le montant de l'avance qu'on demande à moitié-moitié de chaque partie. Donc, c'est pas tellement important qui va faire la démarche de médiation. Je comprends. C'est juste une question de temps, mais si les deux parties s'entendent pour faire une médiation, honnêtement, s'ils ne s'entendent pas sur qui va faire le formulaire pour faire la médiation, c'est mal parti pour qu'ils s'entendent. Pour qu'on ait de quoi de positif au bout du compte, c'est ça? Puis le formulaire n'est pas long. Là. Au CEMAC, c'est les coordonnées des parties, puis grosso modo, les points qui sont litigieux. Là. Donc, c'est okay. pas. Par exemple. C'est pas. Si tu veux une médiation, c'est à toi de remplir les formulaires, nous, on s'en occupe pas. C'est pas une bonne position à adopter au départ d'une médiation. C'est un processus commun, puis plus c'est commun, plus il y a des chances de succès. Là. Donc, si je reviens sur ce que vous venez de dire, ben, en fait, c'est que on ne demande pas un roman pour ouvrir un dossier de médiation. C'est, par exemple, je reproche à mon copropriétaire d'avoir brisé quelque chose, puis il ne veut pas payer la pénalité. Et puis, on donne le nom des coordonnées des gens, puis dans le fond, cette image-là, puis le CEMAC prend le lead après ça. Exact. OK. Donc, Madame Lacombe, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. Si on n'a pas, si on n'est pas rendu à la médiation, on a dans notre web radio ce soir, on a dit on va expliquer ce que l'avocat spécialisé en copropriété. Puis là, je vous pourrais rajouter, mais je vais me permettre. Je pense que c'est important que les gens comprennent bien. Puis peut-être que je suis trop drastique, vous me le direz, mes invités, mais je pense que c'est comme si je voudrais me divorcer, puis je vais voir un avocat criminaliste. Peut-être que j'ai pas la meilleure personne pour m'aider. Je pense qu'en copropriété, c'est aussi une niche et que les gens, peut-être qu'on aurait plus avantage à se référer à des avocats spécialisés en copropriété. Est-ce que je fais erreur? Ou c'est pas que je veux plaider en votre paroisse, mais c'est sûr que je vais avoir un meilleur succès si j'ai quelqu'un qui est habitué de travailler dans ce domaine-là. Oui, c'est peut-être pas tant une question de succès, je le dirais pas comme ça, mais c'est une question de connaissance, de spécialisation. Donc, je n'ai pas à chercher à faire des recherches dans un domaine de droit que je connais plus ou moins. C'est le domaine dans lequel on baigne tous les jours depuis des 15, 20, 25 ans, là, pour nous trois. Oui, Donc, on est au courant des développements jurisprudentiels, on est au courant des usages qui se font dans les copropriétés, les réflexes que l'on a, puis quelque chose que je remarque et qu'on a tendance à sous-évaluer, le réseau que l'on a. Parce que les clients, lorsqu'ils font affaire avec un avocat spécialisé, font affaire avec son réseau de connaissances, que ce soit des gestionnaires, que ce soit les ingénieurs, les architectes, les arpenteurs. On a tout un réseau qui s'est monté au fil des années qui va simplifier le traitement du dossier, qui va simplifier la solution ou aller chercher de l'info. Fait que c'est ça un avocat spécialisé, en fait. effectivement. Non, Bien dit. on fait pas, Valérie, on ne fait pas que du litige. Il faut comprendre que le syndicat de copropriété est une personne morale qui travaille dans un contexte, dans un environnement très juridique. Donc, qui a des textes de la déclaration de copropriété qui sont évolutifs. Donc, pour faire évoluer ces textes-là, ça prend de nouveau des conseils juridiques. Donc, on donne beaucoup de conseils juridiques sur l'interprétation à donner aux déclarations de copropriété ou sur les textes pour modifier la déclaration de copropriété. Ça, c'est une grande partie de notre pratique des avocats en copropriété. Pas encore assez. Pas encore assez.
On donne beaucoup d'opinions aux syndicats sur même à des copropriétaires sur l'interprétation de la déclaration de copropriété et sur les règles du Code civil en matière de copropriété. Donc, c'est pas uniquement du litige qu'on fait là. Lorsque le syndicat nous consulte dans le cadre d'un litige, ben là, c'est là que notre rôle notre connaissance des situations de copropriété, mais aussi notre réflexe de médiateur et d'arbitre nous permet d'envisager déjà ces solutions-là pour les clients qui nous consultent lorsqu'on voit que le dossier s'en va naturellement vers un dossier judiciaire, là. Puis des fois, Justement, c'est important que les syndicats ou que les conseils d'administration se fassent dire que ce qu'ils disent, c'est inexact ou ce qu'ils prétendent, c'est inexact, parce que ça évite peut-être un litige. Mhm. effectivement, oui. D'avoir un avocat en amont de tout ça, là, même avant d'aller en médiation, si le CA sait que ce qu'il tente de faire valoir, c'est inexact, ben peut-être qu'on n'ira même pas en médiation, tu sais, peut-être qu'on va juste passer à autre chose. Ben, Maître Vallière, vous venez justement d'amener le point parce qu'on a discuté ensemble pour inviter les gens à consulter avant que ce soit rendu un petit peu trop difficile. Donc, on a plein de situations dans les copropriétés qui peut-être faciliteraient la compréhension des parties, faciliteraient de noyer ça rapidement si les gens se comprenaient mieux. Par exemple, je donne des exemples parce que vous avez dit, je pense, quand on a discuté en préparation, vous avez dit que souvent les gens en copropriété attendent trop longtemps avant de contacter un avocat. Donc, on peut avoir des situations que le conseil d'administration ne sait pas s'il doit s'en mêler, s'il y a un conflit entre deux copropriétaires. Justement, Maître Paradis disait des questions sur la déclaration de copropriété, soit l'interprétation de la déclaration, soit la modification de cette déclaration-là par un nouveau règlement, parce que vous savez que je pense que ça se fait plus, mais il y a plusieurs années, les gestionnaires, on se trouvait bien bon qu'on en faisait des petites rédactions pas trop compliquées, mais un règlement qui est bien fait va peut-être éviter qu'on se rende dans une médiation, dans un conflit, tout ça. Et pourquoi expliquez-moi et à mes auditeurs et auditrices, quel avantage on a de vous contacter avant que ça explose, dans le sens, comment qu'on vous pouvez aider les gens dans les assemblées, la présidence d'assemblée, est-ce que vous représentez des copropriétaires dans des assemblées? Est-ce que les gens gagneraient à utiliser vos services de tous les avocats spécialisés en copropriété en amont plutôt qu'en réparation? On intervient souvent dans les assemblées, vous savez, parfois parce que notre expérience d'avoir fait ça nous permet là, de bien jauger une assemblée de copropriété, de bien mener une assemblée de copropriété. C'est sûr que les gens nous demandent à ce moment-là de présider les assemblées. Souvent, les administrateurs sont craintifs de copropriétaires qui sont opposants à l'administration en général. Donc, dans ces situations-là, souvent, on nous demande de présider les assemblées, mais comme on en discutait tout à l'heure avec Stéphania, les gens nous consultent aussi comme avocat du syndicat. Dans ce cas-là, on ne peut pas présider l'Assemblée parce que le président de l'Assemblée doit quand même avoir un rôle neutre. Mais comme avocat du syndicat, là, on a toute la possibilité d'exprimer la position du syndicat à l'ensemble des copropriétaires. Donc, on intervient pour expliquer des grandes décisions sur des travaux, par exemple, sur des refontes de déclaration de copropriété. On pourrait expliquer des refontes de déclaration de copropriété. Ces temps-ci, je fais pour le projet de borne de recharge. Alors, j'assiste à l'Assemblée pour présenter le projet de modification de la déclaration de copropriété pour permettre les solutions de recharge qui sont mises en place. Donc, on est appelé souvent à participer aux assemblées de copropriété. Et une assemblée de copropriété qui tourne mal avec des décisions qui sont adoptées illégalement, il faut se rappeler que les gens maintenant n'ont que 90 jours pour les contester. Alors, donc, malheureusement, c'est souvent
à cause de ce délai-là que les gens attendent des recours. Donc, les syndicats se ramassent en cours avec des assemblées mal tenues, mal annoncées, des projets de règlement qui n'ont pas été revus. Et ça, c'est déplorable et c'est évité lorsque l'avocat s'en est mêlé auparavant. Donc, la morale de tout ça, c'est, puis on le dit depuis toujours, c'est le conseil de l'avocat avant coûte un peu d'argent, mais le litige qui s'ensuit sans le conseil de l'avocat coûte 5 à 10 fois plus d'argent que la consultation initiale. Tout à fait. Je peux me permettre, c'est peut-être Bien moins sûr. le cas des participants ce soir, là, des auditeurs, mais un avocat qui intervient avant l'achat. Donc, j'ai souvent des demandes d'éventuels acheteurs qui vont me dire, ben, peux-tu vérifier, faire une espèce de due diligence dans le Ah fond du ouais, registre? Oui, ben oui, c'est quelques heures investies, donc des honoraires, mais ça peut t'éviter un achat fâcheux puis que tu aurais regretté. Puis, donc ça m'est arrivé quand même à plusieurs occasions. Je pense que c'est un bon truc. Euh, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a? Ben, Ben, Michel l'a dit, les assemblées, c'est évident. effectivement. Mais c'est évident, Stéphania, quand on pense que les gens achètent des condos à Montréal, là, 700, 800 000, plus d'1 million, puis ne Ouais. demandent pas de conseil juridique pour ça, c'est quand même se fiant sans doute au notaire qui n'est pas là pour ça. Le notaire est tout simplement pour préparer, signer une transaction qui va être légale, mais il n'est pas là pour conseiller les parties sur la situation de la copropriété, les documents qui sont fournis, notamment la SEC là, maintenant qui est fournie à tous les acheteurs. Donc, toutes ces situations-là, un homme d'affaires prudent qui achèterait une entreprise valant 1 million, certainement prendrait conseil, mais il semble qu'en matière d'achat immobilier, c'est pas du tout la règle de prendre conseil, alors que ces conseils-là, moi, j'ai déconseillé à plusieurs personnes d'acheter dans des immeubles, puis ils sont très contents de ne pas avoir pris la décision d'acheter. Parfait. Mais là, on a parlé tantôt, Maître Paradis, vous avez attiré mon attention sur la contestation, par exemple, d'une assemblée mal tenue, Mhm. etc., pour plein de raisons. Euh, Est-ce que c'est une possibilité d'aller en arbitrage pour une contestation d'une assemblée, si je suis dans les délais, bien sûr, puis etc.? Euh, Vraisemblablement, s'il y a une clause d'arbitrage obligatoire, ça pourrait se retrouver en arbitrage. Le petit problème, c'est l'implication de l'ensemble des copropriétaires dans le processus. Là. Si l'arbitre juge qu'à ce moment-là, tous les copropriétaires peuvent être ou devraient avoir, dans le cadre de l'arbitrage, la possibilité d'exprimer leur position, Ouais. ça risque de compliquer sérieusement l'affaire. Donc, peut-être dans une petite copropriété, oui, mais dans une plus grande copropriété, ce serait probablement problématique que l'annulation d'une décision de l'Assemblée des copropriétaires aille en arbitrage. OK. Mais d'un autre côté, Michel, par le fait qu'on dépose un avis en vertu de l'article 477, tout copropriétaire pourrait intervenir comme il Oui. pourrait intervenir à la cour. Donc, je pense qu'il y a façon d'esquiver cette éventuelle problématique-là. Puis je pense que l'arbitre, à part quand c'est une question des recours hypothécaires, par exemple, pour donner un délaissement forcé ou une Oui. mise Mhm. en paiement. Ça, l'arbitre n'a pas compétence là-dessus, donc c'est nécessairement un tribunal. Mais sinon, moi, je verrais pas de problème à première vue, là. Mais si je comprends bien, dans le doute, on peut contacter Bien sûr. un médiateur, un arbitre, on peut tenter d'aller voir Ouais. qu'est-ce qui se passe, puis la personne devrait conseiller la personne qui s'informe là-dessus, justement, pour voir si c'est de la bonne place. On a une autre question de Mme Caron. Corrigez-moi. La médiation et l'arbitrage est volontaire. Donc, une coproprio poursuit vie par le CA peut toujours refuser d'aller en médiation, même si la déclaration de copropriété le prévoit? Point d'interrogation. Le Est-ce que prévoit, si c'est obligatoire dans la déclaration, elle n'a pas le choix parce que le juge va la retourner à la médiation, à moins qu'il considère que la médiation faite dans le cadre
du litige juridique, soit la médiation obligatoire, là. Mais quoi qu'il en soit, le juge va exiger qu'il y ait une médiation. S'il y a une clause d'arbitrage obligatoire, il va retourner le dossier à l'arbitrage. Ça arrive, on a vu des jugements de cette nature-là dans des tribunaux qui retournent le dossier à l'arbitrage parce qu'il y a une clause d'arbitrage obligatoire. Donc, la question, c'est uniquement est-ce que c'est obligatoire ou non? Si c'est obligatoire, la copropriétaire va devoir passer par ça. Puis, mais il n'y a rien qui empêche, si les deux parties estiment au départ que même s'il y a une clause de médiation obligatoire, si les deux parties estiment au départ que la médiation ne fonctionnera pas, ils peuvent exprimer ça. Alors à ce moment-là, le dossier peut passer directement à l'arbitrage. Puis la même chose, tantôt, je pense que, Maître Canetta, vous avez expliqué les frais, mais autant pour la médiation que l'arbitrage, ça se sépare en deux. Parfait. OK, OK. Parce que c'est important. Généralement, l'arbitrage, les frais sont partagés. Tout au moins, les avances pour ouvrir le dossier sont partagées entre les parties, mais l'arbitre a quand même une discrétion pour s'il constate qu'une partie a vraiment tort dans le cadre du litige, peut le condamner à payer une partie plus importante des frais de l'arbitrage. On peut parler genre de mauvaise foi. On peut-tu dire ça comme ça, là? Oui, ou des cas d'abus. Il y a des cas d'abus, mais évidemment, Oui. ça dépendra de la preuve, hein, parce que c'est un arbitrage, donc l'arbitre va trancher selon la preuve. Et dépendamment de la preuve qui lui aura été faite, il a la possibilité, comme Michel dit, de s'écarter de la règle du 50-50. OK, merveilleux. Dans nos idées de consulter un avocat en copropriété, afin d'aider le syndicat ou un copropriétaire, on a parlé aussi des problèmes un petit peu plus humains dans les copropriétés. On a parlé il y a une personne qui a levé sa main pour parler. Quand vous serez prêt, je n'ai pas de problème à lui donner la parole. Je vais juste finir ma question. On a parlé de problèmes parfois que les syndicats sont confrontés, de perte d'autonomie, un petit peu des fois des gens qui souffrent d'accumulation compulsive, donc des unités de condo qui sont remplies, tout ça. Comment que l'avocat va aider le syndicat dans des situations comme celle-là? C'est sûr qu'il y a du droit là-dedans, mais pouvez-vous m'aider à expliquer aux auditeurs et auditrices comment de consulter avant de commencer à, je donne un exemple, d'appeler le service d'incendie ou de faire toutes sortes de démarches? Quelle est la plus-value de tout de suite vous mettre en place? Ben, dans le genre de dossier-là, tu sais, c'est pas évident d'accumulation compulsive ou des problèmes de santé mentale ou de perte cognitive. Le syndicat, bon, il est dans le même immeuble que cette personne-là, mais ultimement, il n'y a pas nécessairement les ressources pour le faire. Ben, tu sais, on en parlait un petit peu avant de débuter, là. Contacter les CLSC, services d'incendie. Bon, à Montréal, de mon expérience, là, malheureusement, il y en a de plus en plus là, des problèmes de ce genre-là, là, dans nos classeurs au bureau. Et les CLSC, malheureusement, permettent rarement de régler le problème dans son ensemble. Puis les services d'incendie, bon, ils s'assurent que le lieu puisse donner accès, par exemple, aux issues de secours et tout ça, mais pour ce qui est de la salubrité en tant que telle, c'est pas nécessairement leur rôle non plus. Fait que malheureusement, il est arrivé de plus en plus souvent qu'on s'intéresse à la cour, qu'on demande à ce qu'une ordonnance soit rendue pour nous permettre d'intervenir dans le logement, d'enlever certains excès, certaines accumulations Des fois, c'est des piles de vieux journaux, des piles de ci, des piles de ça, puis de remettre un petit peu de salubrité dans cet appartement-là. Mais après ça, le syndicat, une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a, par exemple, obtenu une ordonnance pour faire des visites, disons, ponctuelles dans le condo à tous les X nombre de temps, une fois que les biens ont été retirés,
ça ne règle pas le problème de fond d'une personne qui a soit un problème de santé mentale ou une perte cognitive qui est plus ou moins avancée. Fait que, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. On Idéalement, la veut, famille interviendrait dans ce genre de dossier-là, mais ce n'est pas toujours non plus le cas. c'est ça. Le Code civil prévoit que la possibilité que si on obtient une injonction contre un copropriétaire, notamment, etc., on est capable de rédiger les conclusions en conséquence, que si c'est pas respecté par le copropriétaire, puis qu'il y a un préjudice sérieux causé au syndicat, que la Cour pourrait ordonner la vente de l'appartement. C'est arrivé très peu de fois dans la jurisprudence québécoise, malgré que ce texte existe depuis longtemps, là, mais bon, Puis la ça peut. Cour donne beaucoup de chance. Oui, exact. C'est ça. La Cour voit que c'est des gens qui sont en situation de maladie, de troubles sociaux, etc. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas enclins à les forcer à vendre leur appartement là, dans un contexte de liquidation en justice. Mais je peux Ouais. proposer Puis, aussi le rôle d'un avocat dans ces dossiers-là. C'est souvent de conseiller le syndicat sur les différentes étapes préliminaires à suivre. Donc, regarder la déclaration puis dire, ben, regarde, ça prévoit qu'il faut que tu envoies un avis, vérifie telle chose, appelle là, de façon à se constituer un dossier, de se constituer une preuve qui est assez solide. Et Donc, bien faire les choses, Stéphania. exactement, exactement. Donc, ça vient en amont. Pour renchérir sur ce que vous disiez, Jonathan, moi, j'ai un dossier qui s'est réglé par le département de salubrité de la ville de Montréal. C'est eux qui sont intervenus dans l'appartement. Fait que des fois, c'est de faire des appels puis d'essayer de lancer un petit peu des bouées mhm. partout, Oui. mais c'est pas des cas faciles, là. Non, puis je pense que d'un arrondissement à l'autre, c'est très, très, ben, à Montréal, là, parce que bon, notre clientèle est plus là, c'est extrêmement variable, là, le niveau d'intervention, la rapidité d'intervention et bon, qu'est-ce qu'ils vont aller jusqu'à faire, là. Ouais. Tu sais, quand c'est des gens aussi, des fois, qui dérangent pas, c'est pas comme si quelqu'un crie dans la nuit, tu sais, puis la police vient, tout Non. ça. Des fois, c'est des gens qui dérangent pas, mais qui, qui peuvent, tu sais, qui peuvent être fonctionnels, mais qui sont un risque pour d'autres choses. On Ben, dans le a trois deux quarts des questions. cas, là, Oui, les gens, on se rend compte qu'il y a une problématique d'insalubrité ou d'accumulation quand il y a la nécessité de faire une inspection incendie, quand il y a un dégât d'eau, puis il faut aller voir dans cette unité-là. Tu sais, c'est pas nécessairement des personnes qui sont problématiques, mais à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, le syndicat rentre puis constate le problème. oui. Mais vous avez tout à fait raison, parce que des fois, il y en a qu'on les rencontre dans les corridors. Puis une journée, on ouvre la porte, puis on est renversé parce que on pensait pas. Il y en a qui c'est plus visible, mais on a une question. Bonsoir Michel. Pour aller en médiation, toutes les parties doivent avoir la volonté de régler ou de règlement, si je me trompe pas. Quelle serait la bonne procédure pour un copropriétaire qui s'oppose tout à fait qui s'oppose à tout, excusez-moi, afin de nuire à l'application de la loi 16. Alors, est-ce qu'on peut donner un conseil si les gens, puis ça arrive dans plusieurs copropriétés, même pour des administrateurs qui ne veulent pas nécessairement mettre en place les lois, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Ben, il faudrait peut-être commencer par contacter un avocat spécialisé en copropriété pour voir exactement la nature précise de ce qu'il faudrait qu'il soit fait, puis où on est rendu dans le processus, là. Je commencerai OK. par ça. OK. Parfait, parfait. On envoie souvent dans des situations où vraiment il y a un litige répété avec un copropriétaire, là, puis on le constate vraiment, là, c'est plusieurs courriels, plusieurs appels, plusieurs interpellations des administrateurs dans les couloirs, etc. Là, c'est pas un envoi d'une fois qui dit, bon, ben là, vous avez laissé l'escalier de secours sale la semaine dernière, puis j'aimerais que ça soit corrigé. Là, c'est jamais une situation comme ça. C'est vraiment quand les gens s'y mettent de s'attaquer au conseil d'administration, pas au syndicat, là, ils s'y mettent vraiment. C'est comme un emploi à temps partiel, puis ça devient presque Mhm. un emploi à temps plein, là. Alors, dans ces situations-là, c'est sûr qu'on envoie des lettres là, qui sont de nature d'une mise en demeure.
ça fonctionne parfois, ça fonctionne pas toujours, mais c'est certainement la première étape là, que le syndicat nous demande de faire là, pour intervenir. Puis après ça, ben là, si on espère que la personne se prenne un avocat puis qu'on puisse discuter entre avocats, parce que c'est toujours plus facile de discuter entre avocats qu'avec une partie non représentée par avocat. Là, c'est très difficile comme avocat de dealer avec des adversaires qui ne sont pas représentés par avocat. Là. Ils ont l'impression qu'on veut les dominer puis les persécuter, alors que c'est pas ça du tout, mais c'est l'impression qu'ils ont. Là. Puis, bon, puis ils pensent que parce qu'ils ont appris la justice avec Maître ChatGPT qui Exact. sont en mesure de nous dire comment ça devrait fonctionner. Puis, bon, bref, alors c'est très difficile de régler des choses avec des gens qui se représentent seuls, mais lorsqu'on est en présence de deux avocats qui connaissent le domaine et qui sont en mesure de se comprendre, ben c'est plus facile de régler les dossiers. Donc dans ces cas-là, c'est effectivement la première étape, c'est souvent d'envoyer une mise en demeure en espérant qu'un avocat se joigne, représente le défendeur, puis à ce moment-là, ben là, les avocats, on discute. Puis souvent, on OK. adapte un peu le ton de la mise en demeure pour permettre que, Tout à fait. je voudrais pas dire d'éduquer, là, c'est peut-être pas gentil, là, mais d'essayer d'informer la personne sur certaines. Informé. Après ça, est-ce que la personne est ouverte à accueillir l'information puis à agir en conséquence? C'est d'autres choses, là, mais tu sais, des fois, c'est une mise en demeure d'information, disons, qu'on transmet. Oui, c'est vrai, ça, effectivement. Dans On les a copropriétés, Valérie, je veux juste compléter. Dans les copropriétés, oui, là, il y a un phénomène qui, moi, je le constate beaucoup à Québec, puis je ne suis pas le seul à le constater, là, c'est que les anciens administrateurs agissent comme gardiens de la copropriété. Je ne veux pas utiliser le terme qu'on connaît, là, qui est peut-être péjoratif, parce que j'ai une belle-mère et je l'aime beaucoup, là, mais euh, ils agissent continuellement à remettre en cause toutes les décisions du conseil d'administration en pensant qu'eux auraient fait mieux, puis auraient agi mieux, puis ils auraient économisé l'argent des copropriétaires, puis ils n'auraient pas dépensé comme ça, puis les entrepreneurs qui sont engagés ne sont pas bons, puis ça c'est un phénomène Mhm. épouvantable là, qui mine beaucoup, beaucoup de copropriétés. En tout cas, à Québec, j'ai beaucoup de dossiers de cette nature-là qui ne sont pas faciles à régler parce que les gens, c'est un peu ils se sont trouvés une mission à la retraite de gérer parallèlement la copropriété. Donc, c'est très difficile à gérer et c'est très regrettable, ces situations. puis c'est Puis souvent habituellement, C'est les gens, correct, Michel. À Montréal aussi. ouais. Puis souvent, les gens qui se plaignent puis qui trouvent les administrateurs pas bons, puis ci, puis ça, sont des gens qui ne se présentent pas comme administrateurs pour être élus, pour essayer d'aider, puis qui font que se plaindre et chialer sans aider. effectivement. Souvent, au point vers le 8-9, dépendamment de l'ordre du jour, on dit, ben là, madame ou monsieur un tel, vous sembliez vouloir aider. Oh non, moi, j'ai pas le temps, tout ça. Mais ça, effectivement, c'est un peu ça. On Mais demain, a, ils vont écrire un courriel de 4 pages, par contre, pour. ouais, effectivement. Une chance, pas tout. On doit aux assemblées, là, l'autre jour, il y en a un il a été vraiment, il était mal à l'aise, là. Il critiquait tout, puis il critiquait les administrateurs, puis la personne lui a dit, écoutez, est-ce que vous êtes disposé à vous présenter maintenant que vous avez demandé la destitution des administrateurs? Il y a eu un long silence, puis la personne a dit, non, 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 j'ai pas, non, j'ai pas le, bref, on l'a mis au pied du mur, cette personne-là, puis c'est ce qu'il faut faire dans les assemblées de copropriété lorsque vraiment une personne se présente comme meilleure que tout le monde pour gérer Sauveur. la propriété, puis que finalement, il ne veut jamais se présenter lui-même pour être administrateur. Mhm. Effectivement. On a une question. Dominique, comment aider un copropriétaire qui est dans une copropriété de 3 unités et dont les deux autres se parlent comme si se parlent et décident de tout avec leurs deux voix. Ça, je pense. Ah, elle est là, notre madame ou monsieur Dominique. Là, je ne vais pas interpréter parce que différent, mais je vous laisse la parole.
Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Absolument, on vous entend. Oui, ben c'est ça, c'est une copropriété de 3 unités. Donc, pendant 11 ans, on était juste deux copropriétaires parce que moi, j'avais deux condos et je viens d'en vendre un. Donc, on est rendu trois copropriétaires. Et là, moi, le condo que j'ai, je le louais. Donc, je le loue à un couple de personnes âgées. Et les deux autres copropriétaires habitent les condos. Mm. Mais depuis que la troisième copropriétaire est arrivée, je ne sais pas comment expliquer, elle s'est matchée avec l'autre copropriétaire. Elles se parlent et puis quand elles me rencontrent, elles décident de tout. Et comme elles ont deux voix, moi j'en ai une, je n'ai aucune chance de pouvoir justifier moi mes points de vue. Merci. L'erreur que vous avez faite, c'est de vendre une de vos deux unités parce que à ce moment-là, ça vous assurait d'un contrôle de l'immeuble. Non, Alors, non, parce que quand on a dans un, ouais, excusez-moi, étiez-vous pour la promotrice? Est-ce que c'est vous qui avez créé la copropriété? non, mais OK. cependant, ce que j'ai lu, c'est que quand on est dans Réduction à 50% des voix, ouais. je n'ai pas le droit, même si j'ai deux unités et une personne a une Mais unité, par au moins, souci au moins, d'égalité. vous étiez à égalité, mais là, vous êtes minoritaire. Alors, à partir du moment où vous êtes minoritaire, si vos voisines se parlent en dehors, même si vous faisiez des réunions de copropriété, elles prendraient les mêmes décisions qu'elles prennent en se jasant et l'autre. Là, évidemment, il y a des nouvelles dispositions du Code civil depuis 2020 là, qui permettent un copropriétaire qui se sentirait euh, Lésé. lésé par la situation de la copropriété, de demander au tribunal d'intervenir, peut-être nommer un gestionnaire externe ou quelque chose comme ça, mais ça ne s'est pas vu encore, puis ça va être dans des situations extrêmes, mais le fait que malheureusement deux copropriétaires s'entendent parce qu'elles ont la majorité des votes pour décider des choses, il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. C'est la démocratie de la copropriété. Le législateur a protégé les gens avec les décisions à 75 là, pour les travaux majeurs, les modifications de l'acte constitutif, etc. Mais pour la nomination des administrateurs, normalement, les deux sur trois qui l'emportent vont pouvoir nommer les administrateurs. Mais, Donc, je suis, Madame Dominique, si je peux me oui. permettre, est-ce que je fais erreur ou ce serait pas un cas de médiation peut-être avant que ça dégénère le syndicat de Madame Dominique? Stéphania, Jonathan, Maître Paradis, Ben, c'est ça peut. certainement un cas qui peut Mhm. être porté en médiation, effectivement, avant qu'on en arrive au recours judiciaire de demander, par exemple, la Ben révision oui. d'une décision du Conseil ou de l'Assemblée. C'est d'essayer justement de voir en médiation avec un médiateur, avec un tiers, s'il n'y a pas une façon de régler la problématique. Est-ce qu'il y a une situation en arrière de ça qui a amené la La collusion, dynamique entre la les trois? symbiose. Ouais. C'est ça, des fois, on écoute les parties puis on se dit, il y a autre chose que qu'est-ce qu'elles nous disent. Donc, il y a une situation X qui a fait en sorte que la situation a changé. Fait que oui, moi, je pense de toute façon que tout dossier est bon pour la médiation. Et, Ça vaut toujours la peine de et si elle l'essayer. n'accepte pas la médiation? C'est le Mais là, problème. ça va dépendre si votre déclaration l'oblige, encore une fois. OK. Si la déclaration l'oblige, ben, elles doivent y passer. Est-ce Si que c'est jamais, est-ce que oui, c'est de est-ce que c'est de l'indivision, Madame Dominique, ou c'est Non, de la c'est divise. c'est je divise? Bon. vise. Alors, en principe, est-ce que vous l'avez vérifié s'il y avait une clause obligatoire? Non, parce que c'est des termes que je ne connais pas et là, je viens de comprendre que, C'est possible. Dans les petites copropriétés, souvent les notaires en mettent des clauses compromissoires. Donc, vous donc, avez, clause, s'il y en a une, s'il y ça en a veut une, dire ça peut vous obligatoire, sauver. Oui, compromissoire? exact. OK. S'il y en a une, ça peut vous sauver, là.
Parce que Oui, vous ne pouvez pas forcer vos voisines à accepter la Non, médiation. c'est ça. Ça. Ok. Si jamais le refuse, puis il y a une clause obligatoire, ben, le refus peut constituer un échec de la médiation et donc vous passez à l'étape suivante qui est l'arbitrage. C'est ça. Donc, si elle refuse quand même s'il y a une clause compromissoire, on passe à l'arbitrage. C'est Exact. ça, la Et clause compromissoire va le prévoir. là, on embarque. Là, elles peuvent être obligées alors d'aller à l'arbitrage. Là. Oui, Tout à oui, fait, tout à oui. fait. Et là, ça coûte beaucoup d'argent. Non, Ben, pas moins cher que nécessairement. devant un tribunal. oui. Oui, hein, ça coûte plus. On commence à rentrer dans des frais là. Si vous vous représentez seul, le prix votre part des frais de l'arbitre va pas représenter plus que ce que vous auriez dépensé avec un avocat, là. Je n'ai pas compris. Et Répétez-moi ça, monsieur. si vous allez seul devant un arbitre, votre part des frais de l'arbitrage ne sera pas supérieure à ce que vous auriez payé pour aller prendre un jeune avocat seul pour aller en Bien justice. sûr. Je comprends, mais à l'arbitrage, ça veut dire que moi, je vais trouver un arbitre et les dames, parce que c'est deux dames, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais Ben là, Madame Dominique, Oui. je vais juste vous référer au CEMAC Ah, parce ok. que on va pouvoir vous aider parce que ça va être comme proche de notre fin. Il est 8 heures déjà. Oui. ouais, Mais forcément que l'investissement de voir pour l'arbitrage ou la médiation, je dirais la médiation de l'arbitrage après, risque d'être très avantageux dans votre situation. Ce qu'on entend, parce qu'on l'a dit dès le départ tout à l'heure, souvent, c'est peut-être un problème de communication. Puis après ça, les médiateurs et les arbitres vont peut-être trouver pour défaire le petit nœud qui est là. Mais merci d'avoir pris la parole, Madame Dominique. Puis je pense que vous avez été. Une dernière chose. Oui, Appelez l'organisme Diogène. C'est un organisme qui aide les personnes qui ont un trouble d'accumulation compulsive, justement, pour c'est bon. éviter qu'elles perdent leur logement. C'est un organisme qui est à Montréal, communautaire, qui est très efficace, et ils ont une cellule qui est spécialisée là-dedans. Ben, merci Bon. merci. beaucoup. Ça, c'est Merci, noté. Madame Ça Dominique. s'appelle Diogène. Oui, comme le syndrome de Diogène, on Oui. choisit le bon nom, excusez-moi. Merci, Madame Dominique, de votre participation. Valérie, Merci. si je peux me permettre, Bien certainement. l'adresse du site web pour le CMAC, c'est www.cmac-québec.ca. Si vous allez sur le site, vous avez un ensemble d'informations, tant sur la médiation que l'arbitrage. Vous avez une adresse pour adresser vos questions, une ligne info. Vous avez accès à des vidéos, à des capsules, vous avez accès à plein de choses. Donc, n'hésitez Formulaire, pas. tout est Tout là. est là. Tout est là. Tout s'y Parfait. trouve. Puis, Maître Canetta, CMAC pour le centre de... Médiation et Médiation, d'arbitrage en arbitrage en copropriété. Parfait. Donc, grand merci. Et le mot de la fin est assez facile pour moi parce que, vous savez, je vous le répète, là, ça vaut la peine de consulter avant que votre situation détériore parce que souvent, ça coûte plus cher si on a laissé la situation se détériorer. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce soir. Et si vous avez des questions, on le dit, contactez, allez voir le site Internet du CEMAC. Merci, Maître Stéphanie Acanetta, Maître Michel Paradis, Maître Jonathan Vallière. Merci pour votre temps ce soir. C'est très apprécié. Merci à notre commanditaire de la soirée pour vous aider dans vos fonds de prévoyance. Appelez l'équipe Invia Gestion financière qui vont vous conseiller pour les placements en respect de votre étude du fonds de prévoyance, etc., etc. Donc, merci à notre commanditaire de la soirée. Merci au RGCQ, notre support technologique. Et merci à vous. Et nous vous invitons à le prochain webinaire du RGCQ, très intéressant, construire l'appel d'offres, le cahier de charges, les clauses, les critères, etc. Donc, c'est le 26 mai. Allez sur le site du RGCQ pour vous inscrire, pour pouvoir participer à ce webinaire-là qui est très important parce qu'avec tous les grands travaux que les syndicats ont à faire, même si on est un petit syndicat, refaire une toiture, c'est majeur. Refaire changer les fenêtres, c'est majeur. Donc, allez voir pour vous inscrire, ça va vous aider. Vous pouvez scanner le code QR aussi. Donc, je vous rappelle
que si vous n'avez pas été en mesure d'écouter les web radios qui sont déjà passées, vous pouvez toutes les revoir sur le site de Condo Légal. Dans toutes les web radios, vous allez pouvoir retrouver toutes les émissions que nous avons présentées et ce depuis plusieurs années. Donc, on vous invite à y aller. Alors, notre prochaine émission, Travaux majeurs en copropriété, on va surtout parler de sinistres majeurs, pertes majeures en assurance, aussi des grands travaux, des remplacements, mais on va aussi couvrir ça parce que nous aurons avec nous Maître Yves Jolicoeur, les 2 personnes de la compagnie New Sam Construction et Annie Gosselin de Fort Assurance. Donc, on va pouvoir vous aider à démystifier là, dans la copropriété les travaux majeurs reliés à un sinistre, bien sûr. Donc, on vous invite à être là le 3 juin. Il va nous rester 2 web radios, celle du 3 et du 17. Et après ça, on fait relâche pour l'été. Donc, je vous remercie à vous tous. Merci encore à mes invités. Et on vous attend pour le 3 juin. Donc, bonne fin de soirée à vous tous. Michel, Stéphania, Jonathan, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Merci, Valérie. Merci. Nancy, Bonne Bonne soirée à Gabriel. tous. Ciao tout le monde, bye. Bye Bye bye. bye.